Si tu veux aller jouer en dehors de France, pour aller vite, tu vas faire des acquisitions. Voilà. Et donc, euh, faire des business à l'étranger from scratch de France, c'est compliqué. D'accord. Allez, deux dernières questions sur le marché des ESN. La première, c'est quels sont les conseils que tu pourrais donner aux dirigeants lorsqu'ils ils se disent, comment dire, ou alors déjà, est-ce que le patron de ESN qui se demande s'il peut faire une opération de LBO, il se dit est-ce que ma boîte est prête pour faire pour faire un LBO? Ce serait quoi les critères déjà? C'est quoi les cases qu'il faut qu'il coche? Ouais, je dirais, pour faire un LBO sur une société, il doit se dire, un, est-ce que ma société est rentable pour le long terme? Et deux, est-ce que j'ai l'ambition de doubler mon business ou tripler mon business sur les prochaines années? C'est pas toujours le cas, hein. Parfois, les gens vivent très bien, c'est tout à fait respectable avec faisant grossir leur société de manière voilà raisonnable, etc. Ils gagnent bien leur vie, c'est très bien. Donc, par contre, si tu veux doubler, tripler ta taille, bah là, tu peux aller, c'est pertinent de venir te parler avec nous. Puis ensuite, il faut être confortable à avoir un actionnaire financier à ses côtés, au board, actionnaire, et avoir un dialogue avec eux. C'est pas le cas de tous les dirigeants, hein. Donc, je dirais, c'est ça les trois principaux critères. Et donc j'encourage moi les dirigeants, ne serait-ce qu'à rencontrer des gens comme moi, ou il y en a d'autres, hein, pour échanger, voir un petit peu comment on travaille, qu'est-ce qu'on attend, et voir s'il peut y avoir un fit et un projet. Je vais me permettre un petit témoignage, mais tu dis il faut que les gens soient confortables. Et moi, je pense que quand tu as un projet de croissance, que tu es rentable et que tu as un projet de croissance, moi, mon expérience perso, j'ai revendu un cabinet de conseil que j'avais monté à une vingtaine de millions d'euros de chiffre d'affaires à Orange. Très honnêtement, quand on a vu, parce qu'on avait une incitation avec des compléments de prix, hein, mais quand on a vu les niveaux qu'on pouvait obtenir de croissance parce qu'on avait un nouvel actionnaire, parce qu'on avait un actionnaire, ça m'a donné envie, moi, sur Wooz, d'avoir un conseil d'administration que je remercie tous les jours parce que c'est eux qui nous poussent à faire vraiment de la surperf. Et quand je dis de la surperf, en fait, c'est pas de la surperf, c'est la perf qu'on peut donner, c'est-à-dire aller donner le meilleur de nous-mêmes. Moi, j'aurais tendance à dire, il faut avoir des gens extérieurs parce que sinon, on n'est jamais complètement très bon. On n'est pas à ce qu'on pourrait faire, en fait. Je sais pas ce Non, que mais tu c'est vrai penses. que faire une opération de LBO, ça va induire une discipline et aussi donc financière, hein, opérationnelle, et également de tenir un BP, quoi. Parce que nous, on Ouais, c'est investit ça. sur un projet, on y croit, on s'est tous mis d'accord, on s'est mis autour de la table, qu'est-ce qu'on veut faire pendant les 4, 5 prochaines années. Et donc c'est sûr que naturellement, bah, ça va pousser le dirigeant à aller développer, aller faire son plan, quoi. D'accord. Et nous, on va aider, mais on a investi sur un business plan et on aime bien que ça suive. Après, il peut y avoir des plus et des moins, on en parle, évidemment, la vie c'est la vie, mais voilà, le plus important c'est si on a l'ambition de faire croître son business, ça permet à un LBO de se mettre un petit peu sous tension et d'être assez ambitieux. Et pour aller voir Apax, combien de chiffres d'affaires pour une ESN? Ou un bureau d'ingénierie, ou etc. Mais combien? Il n'y a pas de, comme je te disais au début, nous on a deux poches de capital. Donc une poche qui s'appelle Apax Développement, qui fait des LBO qu'on appelle small cap, donc plus petits. Donc eux, ils vont investir des tickets entre 15 et 40 millions, on va dire, pour être très large. Donc voilà, si vous pensez que votre société vaut à peu près ces montants-là, bah, ils sont très pertinents. Ils ont fait plein aussi de deals hyper successful dans les ESN, le dernier étant Squad par exemple. Et si Alors, vous attends, avez... attends, attends, parce que juste pour que tout le monde comprenne et que moi je comprenne déjà, tu me dis, si une société fait un chiffre d'affaires à peu près de ces montants-là, ça veut dire que globalement, si une boîte fait 15 millions et que vous mettez un ticket de 15 millions, vous prenez 50% du capital, le dirigeant ou les dirigeants restent avec 50%, mais ça marche. C'est-à-dire que 15-15, ça marche ou j'ai compris ou j'ai pas compris du tout? Alors je parlais de tickets d'investissement, mais disons,
essayons de prendre un exemple simple. Si ta société fait 50 millions de chiffres et 5 millions d'EBITDA, d'accord? Donc disons qu'elle vaut 50 millions, ok? Donc c'est déjà pas mal. Dans ce cas-là, disons que c'est sur 50 millions, tu vas peut-être mettre 20 millions de dettes, 30 millions de capital. Et donc, nous, on pourrait mettre, notre poche Apax Développement peut mettre 15 millions, d'accord, prendre 50% du capital et les dirigeants garder effectivement 15 millions, donc 50% du capital. D'accord. D'accord. Et à une échelle plus importante, si vous avez une société qui fait, pour le coup, j'en sais rien moi, 200 millions de chiffres, 20 millions d'EBITDA ou d'EBIT, enfin de profit, et que ça vaut donc 200 millions ou un peu plus, bon bah là on mettra, j'en sais rien, 80 millions de dettes, 120 millions d'equity, un truc comme ça. Et ben nous on peut mettre 60, 70, 80, 90, et puis le reste pour le fondateur, les dirigeants ou les actionnaires précédents. Voilà. Après c'est des équilibres à trouver entre combien de capital le fonds a versus l'équipe de management, le fondateur, etc. Ça il y a un équilibre à trouver. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. D'accord. Écoute, je te propose qu'on termine vraiment sur des tendances de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre avec l'histoire ce qui est en train de se passer là sur les marchés, avec la crise de la Covid, etc. Mais avec cette expérience, cette longue expérience dans le LBO, quelles ont été pour toi les grandes transformations sur les 10, 15 dernières années dans le marché du LBO? Ouais, il s'est passé beaucoup de choses. C'est c'est une industrie qui a énormément changé. En fait, ce qui est marrant, c'est que il y a 15 ans, un LBO, le principal, le plus important, c'était de générer du cash et de rembourser la dette. Et ça a conduit à l'époque à certains excès, avec beaucoup trop de dettes, des sociétés qui n'avaient plus suffisamment pour investir, il fallait juste rembourser la dette. Il y a eu la crise, maintenant ça commence à dater, hein, c'est 2007-2008, où ça a remis tout ça un petit peu à plat. Donc le premier truc qui a changé, je dirais, c'est que maintenant les fonds, les banques, etc. On met des niveaux de levier sur les sociétés qui sont plus raisonnables et plus, on va dire, adéquates avec la profitabilité des entreprises. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que c'est une industrie qui a très très fortement cru. Donc les fonds de LBO ont levé énormément d'argent pour des raisons qui sont très simples, hein. Les taux sont très bas, les retours sont bons, la bourse est volatile, et c'est vrai que les fonds de capital investissement, en particulier de LBO, ont toujours eu, il y a eu des hauts et des bas, mais ont toujours eu des performances relativement stables et plutôt intéressantes pour les investisseurs. Donc on a eu un afflux de capital, ce qui a fait que la compétition sur les belles entreprises a été plus importante. Donc les prix ont monté. Et pour payer des prix plus importants, je dirais que les fonds, et c'est le cas d'Apax, hein, on a dû davantage se structurer, se professionnaliser. Et donc, il est rare maintenant d'avoir des fonds qui n'ont pas des fonctions un peu transverses de création de valeur dans les entreprises pour les aider sur leur digitalisation, pour les aider sur leur fonction finance, pour les aider à accélérer les acquisitions. Parce que c'est comme ça qu'ensuite, avec les dirigeants, on va aller chercher de la création de valeur pendant notre investissement. Une fois de plus, nous, on n'est pas manager, hein, donc une fois de plus, on ne prend pas de bureau dans nos sociétés de portefeuille. Mais par contre, on va être sparring partner, apporter des idées, essayer d'aider pour que, je prends toujours mon exemple, pendant les 4, 5, 6 ans pendant lesquels on va être au capital, la société, en gros, double de taille en chiffre d'affaires et en profit. Voilà, pour la faire simple. D'accord. Et ce que je comprends, la question est bien évidemment, est-ce que je comprends bien, c'est que tu vois ça comme une tendance enfin, comme une tendance durable, l'investissement des fonds de LBO dans les sociétés de prestations intellectuelles, et voire même tu vois les choses s'accélérer?
Bah, je pense pas que ça va s'arrêter. Je pense que ça va rester un secteur très attractif pour les fonds d'investissement. On a vu beaucoup d'opérations récemment, hein. Nous, on a regardé beaucoup de dossiers, Devoteam, Talent récemment, Smile récemment aussi. Voilà, donc je vois pas cette tendance baisser. Non, non. D'accord. Une Et fois de plus, vas-y, pardon. non, et une fois de plus, comme je disais, c'est des sociétés où maintenant les gens se sont rendus confortables de la croissance structurelle. Chez les grands clients, il y a énormément de choses à faire. Il va y avoir d'énormes besoins de transformation digitale et les ESN vont en bénéficier assez fortement. Donc, voilà, tu as un marché qui va être en croissance forte pendant longtemps. Et ensuite, au cas particulier du marché français, il va y avoir beaucoup de consolidation, je pense, à faire, qui va se passer pendant les prochaines années. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les fonds comme nous. Alors, je pointe du doigt ce que tu viens de dire en dernier, parce que c'était effectivement mon commentaire. Tu dis il va y avoir beaucoup de consolidation. Et moi, c'est un truc que j'entends depuis 20 ans sur ce marché. Hmm. Est-ce que réellement là, tu penses, et pourquoi tu penses que maintenant, c'est le moment de l'histoire où on va avoir beaucoup de consolidation? Bon, déjà, je pense que ça a commencé, hein. On voit tous les jours, il y a encore, alors là, on est le 30 avril, mais il y a encore un ou deux jours, Smile a annoncé une acquisition. Enfin, il y en a tout, il y en a, ça a commencé. Nous, on avait regardé il y a un an maintenant un dossier d'une super boîte qui s'appelle Talent, qui avait fait aussi énormément d'acquisitions par le passé et qui a continué. Et je pense que ça va se poursuivre parce que si tu veux jouer et être pertinent auprès des grands clients, tu as de plus en plus intérêt à avoir une offre de service assez large. Euh, Si tu veux aller jouer en dehors de France, pour aller vite, tu vas faire des acquisitions. Voilà. Et donc, euh, faire des business à l'étranger from scratch de France, c'est compliqué. On le sait, et ça prend du temps. Et donc de cette même, c'est pour ça que typiquement une ESN qui fait aujourd'hui, j'en sais rien, 200-300 millions d'euros et qui veut aller à l'étranger, elle va aller faire des acquisitions à l'étranger. D'accord. Donc toi, pour toi, mouvement durable Ouais. et le LBO, c'est un moyen incroyable pour les ESN qui veulent faire de la croissance, d'assurer cette croissance, d'aller à l'étranger et de s'attirer aussi finalement, parce que c'est ça aussi que je retiens, c'est du conseil avec cette expertise et cette expérience que vous avez depuis 20, 30, 40 ans sur ces marchés qui vont donner aux dirigeants finalement un nouveau point de vue et des points de vue complémentaires. Exactement, c'est ce qu'on essaie d'apporter. Et tu vois, au cas particulier des acquisitions, sur les 12 derniers mois, les sociétés dont moi je m'occupe, on a dû faire 4, 5, 6, 7, 8 acquisitions. Et je m'occupe de 3 sociétés. Donc on y passe du temps et on pense que c'est une tendance très lourde. D'accord. Eh bien, écoute, Henri, sur ces belles paroles, merci beaucoup. C'était super intéressant. Je suis certain qu'on aura l'occasion de rediscuter de tout ça. Et je te dis, écoute, eh ben, bonsoir, parce qu'on est presque le soir. Et encore merci. Merci Jean-Philippe, merci beaucoup.